Bon, merci Marc. Bonjour à tous. Avant de commencer, peut-être quelques mots sur mon parcours professionnel, peut-être pour partager avec vous ce qui a pu m'amener à finir ma carrière en tant que directeur du BEA finalement. Donc je sors de Super Héros en 85 et en tant qu'ingénieur de l'armement, et donc je passe les 10 premières années de ma carrière professionnelle à la DGA, dans le domaine des études amont, recherche et études amont en aérodynamique et en mécanique du vol. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur cette partie-là, mais quand même, dès ce stade-là, premier jalon avec les accidents et le BEA. D'abord, au début des années 90, l'accident de la 330 en essai en vol à Toulouse. Donc, un accident en essai en vol, donc c'est la DGA qui s'occupe de l'enquête. Ceci dit, et quelque part, alors par les mécanismes de la DGA, je me retrouve un peu impliqué aussi dans l'enquête, mais à l'époque, la DGA n'était pas vraiment gréée pour faire des enquêtes. Il n'y avait pas encore de BEAD ou de BEAE, et premier lien vers le BEA, qui est celui qui techniquement a fait le boulot quand même. Également à cette époque, au début des années 90, je suis, puis je suis resté quelques années après encore, pilote corps technique militaire, justement. Et dans mes activités de pilote corps technique militaire, j'ai eu l'occasion de côtoyer quelqu'un qui s'appelait Jean-Christophe Antoine, qui était ingénieur de l'armement comme moi, et qui était en fait le fondateur du labo du BEA, à l'époque embryonnaire, où le BEA était encore à la rue de la Convention. Et donc, en attendant un avion ou aux escales, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui de son expérience au BEA, et ça a commencé à éveiller un début d'intérêt. Voilà, en 95, j'arrive à la DGAC, au SFACT, dans la partie certification navigabilité, où j'y passe une bonne dizaine d'années, surtout sur la certification, le suivi de navigabilité des Airbus, donc en tant que responsable de certification des Airbus A330, 340 d'une part, puis préparation des conditions de certification de la 380 plus tard. Là, j'ai appris énormément de choses sur, pas directement sur les accidents, mais sur qu'est-ce qui peut conduire à un accident, comment un avion peut, et un Airbus notamment, peut dysfonctionner ou peut confuser son pilote, et quelles bourdes les pilotes, les équipages peuvent faire qui peuvent les amener à des situations plus ou moins inextricables. Également, en 2000, l'accident du Concorde, toujours avec ma casquette navigabilité, je coordonne les activités relatives à la remise en vol de l'avion. Et ça se fait forcément en lien étroit avec le BEA, puisque pour remettre en vol, il fallait bien comprendre pourquoi l'avion était tombé et comment. Voilà. Et puis, en 2006, je rejoins le BEA pour la première fois. J'y passerai 2 ans et demi, jusqu'à 2009, en tant que chef du département investigation du BEA. Et ça me plaît, voilà. Mais on me propose de devenir directeur adjoint de la DESAC qui vient d'être créée. Donc ça, c'est une proposition qui se refuse pas. Donc je repars à la DGAC, directeur adjoint de la DESAC, jusqu'en fin 2013. Et donc, au 1er janvier 2014, pour 10 ans, j'ai eu la chance et l'honneur d'être directeur du BEA. Voilà. Alors, la présentation que je vais faire, je ne vais pas faire l'historique du BEA. Hein. D'abord, je vous renvoie au livre qui est sorti, et j'en suis très heureux. Donc, bon, j'évoquerai peut-être certains aspects historiques, mais je ne vais pas centrer ma présentation là-dessus. Et puis, je ne vais pas non plus parler du BEA d'aujourd'hui. Je ne suis pas le porte-parole du BEA d'aujourd'hui. Sébastien Barth est là, il est directeur de la communication. Donc, peut-être si vous avez des questions sur le BEA d'aujourd'hui, il pourra y répondre. Je vais vous parler du BEA que j'ai connu, évidemment. Même si, bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées encore aujourd'hui. Mais voilà. La présentation que je vais vous faire, c'est à partir de planches que j'ai utilisées lorsque j'étais au BEA, de présentation du BEA dans différentes instances. C'est plus pour moi une checklist des différents aspects dont il peut être intéressant de parler. Et je vous invite à ne pas hésiter à m'interrompre pour poser des questions en fonction de ce qui vous intéresse le plus dans ce que je vais raconter, et en fonction de ce que vous savez déjà éventuellement. Voilà. Allez.
On va parler des missions du statut du BEA. Quelques chiffres pour montrer un peu, une idée un peu de la taille du BEA, de son activité. On va parler, Marc-Amil, il faisait allusion à la dimension internationale, donc d'abord quelques infos un peu techniques sur comment ça marche une enquête internationale, puis une explication. Quelques mots également sur le processus d'enquête. Là, je passerai assez vite parce que je vais rester très général. Puis je prévois de parler un peu de réglementation quand même ça va me servir surtout à introduire le sujet, qui est un sujet traditionnellement délicat, compliqué, casse-gueule, des relations avec la justice et des questions aussi de communication. Voilà. Alors le BEA, c'est l'autorité française en charge des enquêtes de sécurité de l'aviation civile. Il faut savoir que l'OACI, par son annexe 13, demande à ce que tout État de par le monde dispose d'une autorité chargée d'effectuer des enquêtes sur les accidents d'aviation civile. Et donc, c'est le BEA qui est pour ça. Et donc, comme le demande également l'OACI, il fait des enquêtes indépendantes et qui ont pour unique objectif l'amélioration de la sécurité et qui ne visent pas la détermination des fautes et des responsabilités. C'est rappelé sur tous les rapports. C'est un point assez fondamental quand même dans la logique de fonctionnement de cette activité. Voilà, diapo suivante. Alors, sur le positionnement, c'est là qu'on arrive très vite sur des cocasseries administratives françaises. Donc, l'OACI demande également que, alors ça c'est une exigence plus récente, que l'organisme chargé de l'enquête soit un organisme fonctionnellement indépendant de toute entité qui s'occupe d'aviation civile par ailleurs, ou de toute entité politique, et notamment de l'autorité de l'aviation civile. Et après, quand on regarde les textes fondateurs du BEA, donc il est écrit que le BEA était un service d'État à compétence nationale. Il est également écrit qu'il est placé auprès de, aujourd'hui, ce qui s'appelle aujourd'hui l'IGEDD. Alors, placé auprès d'eux, en termes administratifs, personne ne sait ce que ça veut dire. C'est un de mes prédécesseurs, je crois, qui a eu l'idée géniale de cette dénomination, qui a un sens au niveau historique, hein, quand vous verrez en lisant le bouquin sur l'histoire du BEA, que le BEA, avant qu'il ait un statut officiel, a toujours oscillé entre c'est un morceau de l'inspection ou c'est un morceau de l'aviation civile, quoi, mais sans trop savoir. Donc il est placé auprès de l'IGEDD, ça ne veut rien dire, mais sur le papier, ça permet d'afficher une indépendance. Très concrètement, si, ce que ça veut dire quand même, c'est que le directeur du BEA, il est nommé par le ministre sur proposition du chef de l'IGEDD, et donc pas sur proposition du DGAC, c'est déjà ça. Voilà. En pratique, le BEA, il a tous ses moyens qui lui sont donnés par la DGAC, et tous ces personnels sont sous feuille de paye DGAC, recrutés par la DGAC, administrés par le fonctionnement DGAC. Alors au niveau financier, c'est une situation qui est quand même pas inconfortable, puisqu'il dispose d'un BOP propre, donc il a une autonomie de gestion de son budget, enfin qui est donné par la DGAC. Donc ça, par rapport à l'exigence OACIenne d'indépendance vis-à-vis de l'autorité de l'aviation civile, ça fait pas très cachère, quoi, je dirais. En pratique, moi j'ai toujours considéré que c'était une position qui n'était pas inconfortable, qui était plutôt favorable, parce que j'ai vu quand même pas mal de collègues qui se retrouvaient avec des budgets rognés, restreints, amputés, etc., avec des difficultés de gestion. La DGAC, heureusement, elle a compris depuis longtemps l'intérêt pour elle d'avoir un BEA qui a des compétences, des capacités, et qui est indépendant. Donc elle joue le jeu de lui permettre ses moyens, d'avoir les moyens de fonctionner et de ne pas interférer dans son fonctionnement. Et pour, je dirais, augmenter les garanties d'indépendance par rapport à tout ça, j'ai pu mettre en place avec la DGAC un contrat de service qui met tout ça sur le papier et qui aborde quand même la question d'un éventuel conflit ou blocage dans les discussions entre le BEA et la DGAC sur les moyens qui lui sont alloués et qui prévoit de façon assez classique un dispositif d'appel d'abord vers le chef de l'IGEDD, puis éventuellement vers le ministre si le problème ne pouvait pas être résolu. On n'est jamais arrivé là. Voilà. Suivante. Alors, le domaine d'action... Pardon, tu as sauté de planche là.
domaine d'action du BEA, qui découle là aussi des textes internationaux. Il est chargé des enquêtes sur tout événement, donc accident ou incident grave, concernant l'aviation civile sur le territoire français. Et dans ce cas-là, le BEA est en charge de l'enquête de sécurité. En ce qui concerne les événements à l'étranger, j'y reviendrai, mais concrètement, le BEA devient concerné dès qu'il y a un accident à l'étranger concernant un aéronef civil conçu, construit ou immatriculé en France. Et dans ces cas-là, le BEA est invité à participer à l'enquête et a un droit de participation au titre de ce qu'on appelle le représentant accrédité. Donc à ce titre-là, il apporte des informations, il apporte une assistante, et surtout, il a le privilège, quelque part, d'être consulté sur le projet de rapport final et de dire ce qu'il pense du projet de rapport final et éventuellement, en cas de désaccord, de demander à ce que ces points de désaccord soient annexés au rapport final. C'est les mécanismes internationaux qui prévoient ça. C'est un moteur très fort quand même pour pousser les différents États participant à une enquête à essayer de se mettre d'accord quand même sur ce qu'ils pensent de l'accident. Mais donc à l'international, il faut bien comprendre que, sauf exception, dans le cas particulier d'une délégation, même quand le BEA a un rôle important, c'est pas lui qui dirige l'enquête, il fait pas ce qu'il veut et en particulier, il peut pas communiquer non plus sur ce qu'il fait. Voilà. Après, il y a des cas intermédiaires un peu plus anecdotiques parfois, je dirais. Par exemple, un accident qui ne se produit pas sur le territoire d'un État, mais qui, par exemple, dans les eaux internationales, bah là, la règle, c'est que c'est l'État d'immatriculation qui fait l'enquête. Donc, à ce titre-là également, que le BE peut être amené à intervenir. Voilà. Donc, on va passer à la planche suivante. Donc, découle de ce périmètre d'action la mission telle que le BEA se l'était définie dans son plan d'action, avec 3 volets. Un volet, faire des enquêtes et à quoi ça sert, donc améliorer la sécurité aérienne, avec également l'aspect quand même communication, maintenir la confiance du public, et l'aspect indépendance. Le volet du milieu, qui est un peu une spécificité du BEA, je dirais, parce que le BEA est un des organismes qui est les plus sollicités à l'étranger, et qui intervient le plus à l'étranger, du fait du critère aéronef de conception ou de construction française, parce que ça veut dire dès qu'il y a un Airbus, un hélicoptère Airbus, un ATR, un Falcon qui tombe quelque part, le BEA est sollicité. Et donc c'est une partie importante de l'activité. Et du coup, on a eu une réflexion en interne au BEA pour dire, bon, mais cette activité, comment se situe, c'est quoi nos objectifs par rapport à ça, et parce qu'il y a des cas de figure très très différents. Quand on participe à une enquête sur un Airbus aux États-Unis, on n'a pas besoin d'aller expliquer aux Américains comment il faut faire l'enquête, exploiter les données, etc. Ils savent faire sans nous. Par contre, quand c'est un accident qui va arriver dans un pays qui n'a pas trop de culture aéronautique, qui a peu de moyens, etc., on va être amené plus à le prendre par la main. Et donc, on a trouvé cette formulation qui couvre un peu tous les cas possibles. Pascal va nous retrouver l'image. Voilà. Et le dernier volet, c'est au-delà des enquêtes sur les événements individuels, c'est contribuer à la diffusion d'informations plus générales sur la sécurité aérienne. Voilà. Si tu peux essayer d'arriver jusqu'à la planche suivante. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Ok. Très bien, merci. Donc, quelques chiffres sur le dimensionnement du BEA dans les dernières années où j'étais à la tête du BEA. Donc, environ 90 personnes, dont 55 enquêteurs. Donc, là-dessus, sur les effectifs, un petit rappel historique. Au début des années 90, le BEA, c'est une douzaine de personnes, quelque chose comme ça, c'est tout petit. Peu de moyens, et c'est l'occasion quand même de rendre hommage à un de mes prédécesseurs, Paul-Louis Arslanian, parce que c'est lui qui, il a été à la tête du BEA, d'abord directeur adjoint, puis après directeur pendant plus de 20 ans, et qui s'est démené pour permettre à ce que le BEA dispose de moyens techniques, financiers et humains, au point qu'il avait réussi à faire croître les effectifs du BEA jusqu'à un maximum qui a atteint à peu près 125 personnes. Ça, c'était un effectif que j'ai connu
quand j'étais arrivé en tant que chef du département d'investigation. Et puis après, il y a eu une lente érosion, je dirais, dans les années suivantes, avec, bon, je l'espère, une stabilisation, mais enfin bon, par les temps qui courent, c'est peut-être pas garanti encore. Voilà. Le budget de fonctionnement annuel, un ordre de grandeur, hein, c'est à peu près 2,5 millions d'euros. Et pour information, le plus gros poste de dépense, c'est l'émission. Là encore, on retrouve l'impact de cette forte exposition à l'étranger. Deuxième poste de dépense, c'est la formation interne, beaucoup d'argent dépensé pour la formation des enquêteurs. Alors, pas pour en faire des spécialistes de tout, c'est pas ça la logique, mais quand même pour qu'ils aient une culture générale, technique, aéronautique, la plus large possible quand même. Voilà, sur l'activité, avec une fluctuation hein, d'une année sur l'autre, mais environ 120 à 140 enquêtes en France, alors des toutes petites, des moyennes, et puis de temps en temps des grosses, et une participation à 150 à 200 enquêtes ouvertes à l'étranger, avec là aussi des degrés de participation à l'étranger, à ces enquêtes étrangères plus ou moins importants. Et en sachant que, en fait, il pourrait y en avoir beaucoup plus, c'est-à-dire que le BEA reçoit des notifications d'événements à l'étranger qui pourraient justifier une participation du BEA plus importante, qui sont plutôt de l'ordre de 250 à 300 par an. Et là, moi, quand j'étais au BEA, justement pour essayer de mettre en équilibre les moyens, les capacités et les besoins, on avait mis en place un dispositif où on fait un tri de ces événements à l'international, et si on estime qu'on ne va pas forcément apporter grand-chose, on répond poliment à l'organisme qui va mener l'enquête que, a priori, on ne pense pas s'appliquer, que bien évidemment, s'il a vraiment besoin de nous, il peut nous appeler au secours, mais qu'a priori, on ne fera rien. Un certain nombre d'événements. Typiquement, pour donner un exemple simple pour comprendre la logique, un rapprochement dangereux en Australie entre un A320 et un autre avion quelconque, a priori, c'est un problème de navigation aérienne. Il y a peu de chances que ce soit un problème design de l'avion, je dirais. Donc, nous, on intervient au titre de la conception de l'avion. Bon, on va dire aux Australiens, bah, écoutez, a priori, vous n'avez peut-être pas besoin de nous. Quoi. Voilà. Planche suivante. L'organigramme du BEA, alors le directeur actuel du BEA, Pierre-Yves Huert, a bien voulu me donner la planche de l'organigramme actuel, mais bon, quand j'ai quitté le BEA, c'était, au nom du directeur près, c'était la même chose. Donc le cœur opérationnel du BEA, c'est les deux départements de droite, le département investigation et le département technique. Alors, pour faire simple, sans trop rentrer dans les détails, donc, deux départements de taille analogue. Donc, les effectifs enquêteurs du BEA se répartissent à 50-50 à peu près entre ces deux départements. Le département des investigations, c'est là qu'on trouve les enquêteurs dits généralistes. Les enquêteurs généralistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils conduisent et organisent les enquêtes menées en France. Ils conduisent et organisent la représentation accréditée pour les enquêtes menées à l'étranger. Et ils mènent eux-mêmes la collecte de toutes les informations liées aux aspects opérationnels. Donc, à la fois opérations aériennes, donc ceux qui vont faire les interviews des équipages, qui vont éplucher les documents opérationnels de la compagnie aérienne, de l'opérateur, qui vont regarder les aspects de navigation aérienne, contrôleur aérien. Et à l'inverse, le département technique, lui, il va travailler sur toutes les données techniques disponibles. Donc, et la structure du département technique, c'est très simple. Il y a deux pôles. Un pôle, tout ce qui est, je dirais, digital, et de l'autre, tout ce qui est mécanique, matériel. Donc, le pôle digital, il y a enregistreur de vol, bien entendu, mais toutes les autres données digitales que l'on peut récupérer, donc enregistrement radar, enregistrement à bord de téléphones portables, de tablettes, d'équipements avioniques, etc., qui sont dépouillés et analysés par cette équipe-là. Et l'autre équipe a fait les examens d'épaves, de structures, de moteurs, d'équipements, mais sur la partie mécanique. Voilà. Et côté département investigation, donc ces dernières, il y a eu pas mal de changements au cours du temps sur la structure du département investigation. La dernière structure en cours, je crois encore aujourd'hui, finalement, elle a fait un choix de dire, on a des enquêteurs d'expérience très variés, des débutants, des vieux Shibani, et ces gens-là ne nécessitent pas le même niveau d'encadrement et les mêmes types d'encadrement. Du coup, en gros, il y a
deux pôles au sein du département d'investigation. Les jeunes, ça s'appelle le pôle acquisition des compétences, et les vieux Chibani, le pôle des enquêteurs généralistes confirmés. Avec la distinction que le pôle acquisition des compétences, ils ont un encadrant dédié qui est justement là pour les aider, les accompagner, les faire mûrir. Les enquêteurs généralistes confirmés, eux, ils ont le privilège, entre guillemets, de rapporter directement au chef du département d'investigation. Voilà. Par contre, cette distinction département investigation, département technique, si vous verrez dans le livre sur l'histoire du BEA, elle semble très ancienne, et dès les débuts du BEA sont apparues cette idée qu'il y a deux entités pour conduire les enquêtes. Une entité avec des gens qui sont plus proches du profil pilote, même si ce n'est pas forcément des pilotes, hein, c'est souvent des pilotes corps techniques chez nous qui ont justement ce profil mix pilote et ingénieur, et des gens qui sont strictement dans la technique, avec le département technique. Les autres directions sur cet organigramme, bon, un département communication qui est très important parce que c'est la fonction finalement du BEA, c'est de publier des choses à la fin. Et donc qui se charge de l'édition des rapports, de la publication maintenant sur le site internet du BEA, etc., de la traduction de ces rapports, et également un aspect important, deux autres aspects importants, les relations avec les médias, avec la presse, qui prend tout de suite des dimensions critiques sur les enquêtes médiatisées, évidemment, et les relations avec les tiers, et derrière les tiers, c'est surtout les familles de victimes. Un secrétariat général avec des fonctions classiques, ressources humaines, ressources financières, et puis support. Sur la partie support, juste un petit mot pour signaler, vous voyez, là, le pavé, il s'appelle logistique, sécurité et environnement. Alors là, c'est sécurité, pas au sens sécurité aérienne, c'est sécurité du travail. C'est une dimension qui a pris de plus en plus de poids au fur et à mesure. Parce que l'activité d'enquête sur le terrain, ça entraîne des expositions à des risques particuliers. Au tout début du BA, les gens y étaient assez peu sensibles, et puis la réglementation du travail est devenue de plus en plus contraignante. C'est des sujets qui sont devenus de plus en plus... les gens ils sont de plus en plus sensibles, donc il y a de gros efforts, et c'est quelque chose d'assez contraignant d'organiser l'activité du BA en prenant en compte cet aspect sécurité au travail en tout lieu et en toutes circonstances. Voilà, puis un directeur de cabinet pour lequel, alors, pour des raisons historiques, est rattaché également la partie équipe informatique, un conseiller médical. Bon, ça, on a la chance au BEA d'avoir un docteur qui peut conseiller. Il y a quand même pas mal d'aspects médicaux souvent dans les enquêtes. Et puis également, l'intérêt d'avoir un docteur, c'est que ça facilite, même si juridiquement, c'est pas absolument nécessaire, mais ça facilite l'accès aux résultats d'autopsie, s'il y a des autopsies à faire. Voilà. On peut passer à la planche suivante, peut-être. Sur la structure du BEA, donc depuis 80, je ne sais plus si c'est 95 ou 94, le BEA est installé au Bourget, sur l'aérodrome du Bourget. Et depuis, ça doit dater de 2010, quelque chose comme ça, dispose d'antennes régionales dont les effectifs et les lieux ont pu varier, mais je dirais maintenant, le dispositif qui s'est stabilisé, c'est 4 antennes régionales, une à Rennes, une à Toulouse, une à Lyon et une à Aix, avec un effectif tout petit, entre 2 et 4 enquêteurs, qui sont plus chargés des enquêtes générales d'aviation générale qui se produisent dans leur périmètre géographique, quelque part, et d'animation du travail des enquêteurs première information, donc qui sont des personnels qui appartiennent à l'aviation civile. Là, je vous renverrai au bouquin sur l'histoire du BEA, sur l'histoire des EPI, et Jean Pagex y a contribué, merci. Mais donc les antennes régionales animent le réseau EPI local et travaillent en relation plus étroite avec eux. Ça permet des relations plus personnelles. Alors, pourquoi ce découpage en matière d'aviation générale, les avions, les planeurs, les petits hélicos, etc., statistiquement, on observe qu'ils tombent plus souvent dans les régions où il y a des reliefs que dans les régions de plaine. Donc, nombre d'accidents, surtout d'accidents mortels,
les régions Lyon, Aix, Toulouse sont plus particulièrement concernées. Voilà, je crois qu'on peut passer à la planche suivante. Là, toujours quelques chiffres pour vous donner une idée un peu de la volumétrie d'activité du BEA en rapport avec l'effectif. Hein. Donc, ça varie beaucoup d'une année sur l'autre, mais en ce qui concerne le département technique et la partie du pôle plutôt avionique du département technique, entre 60 et 100 enregistrements CVR, FDR à analyser, à dépouiller par an. Donc vous voyez, c'est un nombre très important et la plupart oui, une bonne majorité de ce travail se fait au profit d'enquêtes étrangères, parce que finalement, il y a assez peu d'enquêtes françaises par an pour lesquelles on a des enregistrements de vol CVR, FDR à dépouiller. Donc c'est une forte activité internationale. Et donc ça a beaucoup contribué à la notoriété du BEA, d'avoir acquis progressivement, ça a été pénible, le livre l'évoque assez bien, je crois, une capacité de dépouiller quasiment tous les types d'enregistreurs occidentaux, quel que soit l'état d'endommagement de ces enregistreurs, et d'être capable d'exploiter de façon autonome les données. C'est un des points forts du BEA, c'est ses fiertés, il essaie de le maintenir. J'ai moi-même pris conscience en travaillant sur le livre du BEA et en regardant les informations qui ont été collectées, que le tournant, c'est je dirais, le fiasco d'Absheim. C'est-à-dire, à l'époque d'Absheim, de l'accident d'Absheim, donc le BEA ne disposait quasiment pas de capacité autonome de dépouillement des enregistreurs, et donc il dépendait pour cela du CEV de Bretigny à l'époque. Et donc l'accident d'Absheim, c'est relaté dans le livre. Les enregistreurs, donc premier accident, on a 300 membres, quelques mois après l'entrée en service, ça déclenche un intérêt évidemment colossal, et du coup une précipitation extrême, et du coup le dépouillement des enregistreurs et les premières analyses très précipitées d'ailleurs du contenu des enregistreurs échappent au BEA et part dans la presse, et c'est ça qui fait démarrer la polémique après, qui a duré des années sur les enregistreurs qui auraient été falsifiés, etc. etc. Et donc je crois que c'est ça qui, c'est clairement ça qui a fait dire au directeur de l'époque, plus jamais ça, et pour plus jamais ça, la solution c'est que le BEA maîtrise complètement le dépouillement des enregistreurs. Équipement avionique, ça c'est quelque chose qui a pris de l'importance au fur et à mesure de l'évolution, c'est-à-dire que le BEA, à un moment, s'est dit, bon, les enregistreurs, c'est bien, mais il nous manque toujours un paramètre, une info, etc. Et il y a de plus en plus d'équipements électroniques à bord des avions qui ont des mémoires aussi, même s'ils ne sont pas conçus à des fins d'accident, et il faut travailler pour les exploiter. Et le BEA était un des premiers organismes au monde à travailler dans ce domaine-là, quand même. Voilà. Une activité qui prend aussi beaucoup d'importance, le dépouillement des smartphones, tablettes, enfin tout ce type d'enregistrement. Maintenant, quasiment systématiquement, après n'importe quel accident, on arrive à récupérer une vidéo à bord ou de quelqu'un au sol qui a vu le truc tomber ou quoi. Et alors, quand c'est à bord, le smartphone ou la tablette en question, il n'est pas forcément en bon état, donc il faut récupérer la carte mémoire qui est dans le truc, acheter une tablette du même modèle et aller la coller dedans pour essayer de faire marcher le truc, pour ressortir les données, etc. Bon, ça, c'est le boulot du département. Ça prend pas mal de temps, mais c'est très utile, notamment pour tous les accidents d'aviation générale où il n'y a pas d'enregistreur. Enregistrement photo et vidéo, ben là aussi, le BEA travaille régulièrement sur tout type d'enregistrement photo et vidéo. Il y en a de plus en plus. Et enregistrement navigation aérienne, je dirais, là aussi, c'est une source très précieuse, notamment en aviation générale, mais pas que, évidemment. Et alors, oui, alors là-dessus, sur ces enregistrements, peut-être un petit point d'explication, parce que je sais qu'au côté navigation aérienne, ça a pu susciter parfois des difficultés. La navigation aérienne, après un accident, elle va elle-même sauvegarder les enregistrements et faire son propre dépouillement, ses propres trajectoires. Et le BEA insiste pour, certes, avoir une communication de ces informations, mais également récupérer les données brutes. Et ça peut parfois être interprété par
par les gens de la navigation aérienne comme étant une forme de défiance vis-à-vis de leur travail, mais c'est surtout pour, alors d'une part, vis-à-vis des polémiques éventuelles, ça permet de garantir, de dire, bah, le BEA est bien fait, on l'a vérifié, mais c'est aussi que ça permet de faire dans un certain nombre de cas, des travaux plus fins, notamment de recalage temporel entre différentes sources de données, des choses comme ça. Voilà. Allez, planche suivante. Alors, sur la partie avionique que je viens d'évoquer, et notamment enregistreur de vol, je dirais le BEA, il est en situation de quasi-monopole, c'est-à-dire ce qui fait, il n'y a pas tellement d'autres organismes qui le font en France. Pour les examens matériels, là, les examens d'épave, ben, oui, c'est le BEA qui le fait. Dès que c'est un accident un peu plus important, enfin, d'un aéronef d'une certaine taille, il aura besoin du constructeur pour l'aider à identifier les morceaux qu'on va trouver par terre et à interpréter les formations, les observations qu'on pourra faire. Et après, quand on va sur des examens matériels qui sont plus sur le site, sur l'épave, mais qui sont en laboratoire, là, le BA n'a plus le monopole. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, pour les examens de moteur, petit à petit, le BA a acquis une certaine autonomie pour faire lui-même les démontages de la plupart des moteurs à piston aéronautiques. Donc là, effectivement, il est à peu près autonome. Par contre, dès qu'il s'agit de moteurs à turbine, là, l'examen ne va pas se faire au BEA parce que bon, c'est des pièces plus lourdes, ça nécessite des équipements spécifiques, etc. Et donc, ça se fera soit auprès des collègues de la DGA au CEPR, soit directement chez un constructeur ou chez un organisme de maintenance. Et donc, le rôle de l'équipe technique du BEA là-dessus, ça sera donc de superviser ces essais, de définir le programme de démontage d'essais, etc., et de le superviser, pas forcément de le faire lui-même. Donc, c'est une différence importante. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la suivante. Alors, je reviens sur l'organisation internationale d'une enquête. Donc, c'est l'état d'occurrence qui conduit l'enquête, donc il est enquêteur, il nomme ce qu'on appelle un enquêteur désigné, puis derrière une équipe d'enquête. Alors, si on rentre un peu plus dans les détails, cet état d'occurrence, dans un certain nombre de cas, il peut déléguer l'enquête de sécurité à un autre État ou demander une assistance technique pour l'aider à faire l'enquête. Donc ça se produit un certain nombre de cas, notamment dans le cas d'un accident majeur qui va survenir. Ça peut se produire dans le cas d'un accident majeur qui va se produire sur le territoire d'un État qui, clairement, n'a pas les moyens. Donc là, je peux citer par exemple l'accident qui s'est produit en 2014 d'un vol Air Algérie opéré par une compagnie espagnole. L'accident s'est produit au Mali. L'avion décoller du Burkina Faso et aller à destination de l'Algérie. Il tombe au Mali. Il n'y a pas de Maliens à bord de l'avion. L'avion, évidemment, il n'est pas immatriculé au Mali non plus. Les Maliens n'ont rien à voir là-dedans. D'ailleurs, au démarrage de l'enquête, ça a été un petit peu compliqué parce que, par contre, il y avait 60 Français parmi les personnes à bord, donc un émoi important en France, et du coup, la France, au plus haut niveau, clame que c'est elle qui va s'occuper de l'enquête, etc., etc. Bien entendu, et moi je reviens en vitesse de vacances à cause de cet accident, et puis j'appelle tout de suite un interlocuteur malien. J'ai la chance de tomber sur le directeur de l'aviation civile, et puis je lui demande s'il est bien d'accord pour le fait que c'est la France qui va faire l'enquête technique, et il me dit mais non, pas du tout. Le Mali est un État souverain, il va faire son enquête, etc. Donc, il a fallu expliquer ça aux autorités françaises et leur expliquer un petit peu ce que c'est que l'annexe 13 et comment ça marche. Ceci dit, le Mali en question, ce n'était pas un imbécile, il savait parfaitement qu'il n'avait pas les moyens de faire et il a parfaitement joué le jeu, c'est-à-dire que c'est nous qui avons fait tout le travail technique. Mais il y a quand même eu un enquêteur malien qui était l'enquêteur désigné, avec qui on a travaillé en très bonne entente et à la fin, on lui a proposé un rapport tout prêt sur lequel on avait bien écrit l'entête de son autorité, etc. Et on l'a aidé à le publier aussi. Voilà. Donc là, c'était un cas d'assistance technique et non pas un cas de délégation complète. La délégation complète sur un accident majeur, c'est quand même très casse-gueule dans les cas où
en cours d'enquête, il apparaît des désaccords, parce que du coup, celui qui a délégué peut avoir des remords. Ça s'était produit, par exemple, entre l'Égypte et les États-Unis sur l'accident d'un... non, 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 c'est pas celui-là. Non, 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 il n'y avait pas eu de délégation. C'était un accident de la 767 d'Égyptair, pour lequel les Égyptiens n'avaient pas marqué trop d'intérêt. Donc, le NTSB fait l'enquête, puis le NTSB il creuse et il tombe sur un scénario qui lui fait penser à un suicide du pilote. Et là, ça ne plaît pas du tout aux Égyptiens qu'on puisse imaginer qu'un pilote égyptien puisse se suicider et tuer des passagers. Et donc, ils veulent reprendre l'enquête et ça fait pas mal de bisbilles. Voilà. Le cas de délégation plus fréquent, c'est quand on. Et où c'est plus facile, c'est quand justement il y a moins d'enjeux. Donc, typiquement, une enquête sur un incident ou un incident grave. Où là, ça peut y avoir une logique à ce que ça soit l'État qui se sent le plus concerné par l'incident qui obtienne la délégation de l'enquête parce qu'il pourra mieux la faire. On peut prendre un exemple récent là, qui avait pas mal occupé le BEA. Bon, on l'avait classé accident, mais c'était un accident sans aucune conséquence corporelle. Donc le 380 d'Air France qui avait perdu toute la partie avant de son moteur droit au-dessus du Groenland. Donc le Groenland, territoire danois jusqu'à présent, pas encore américain. Donc en théorie, c'était aux Danois de faire l'enquête. Moi, j'avais un peu appelé mon collègue danois, je lui avais demandé s'il était d'accord pour nous déléguer l'enquête. Il a dit oui, bien sûr, ce qui ne les a pas empêchés il n'a pas empêché les Danois de nous apporter un support très très apprécié pour toute la partie recherche sur la calotte glaciaire groenlandaise du morceau du moteur qui était indispensable pour comprendre pourquoi ça avait cassé. Ils ont joué un rôle moteur là-dessus. Voilà. Alors, les autres états participants, donc c'est état d'immatriculation, état de l'exploitant, état de conception, état de construction, sachant que souvent, état d'immatriculation et de l'exploitant, c'est le même, souvent, pas toujours, et conception et construction, c'est souvent le même aussi. Donc, il participe à l'enquête et normalement, même si ce n'est pas obligatoire, ce représentant accrédité, il vient de l'organisme d'enquête du pays en question. Et il a le droit de se faire assister par des conseillers, donc le constructeur de l'avion, dans le cas d'une participation à une enquête hors de l'Union européenne, une participation du BEA au titre d'un constructeur français, par exemple. Les textes prévoient aussi que le l'EASA pourra participer en tant qu'autorité et elle aura le rôle de conseiller, elle n'aura pas le rôle d'enquêteur. Également des experts. Bon, les experts, ça couvre plus la partie identification des corps, des choses comme ça. Voilà, que dire d'autre sur cette partie-là? Donc oui, je le redis, donc c'est ce mécanisme-là qui fait que le BEA a pris une exposition croissante à l'international. Au fil des années, il a montré qu'il arrivait à apporter une assistance appréciée, je crois. Moi, j'ai observé aussi que ce rôle de représentant accrédité à l'étranger, dans le cas d'un aéronef de conception française, j'ai fait le parallèle avec le rôle du NTSB, quand il y a typiquement un Boeing qui va tomber à l'étranger, et j'ai vu qu'il y avait quand même un peu une différence de logique, c'est-à-dire que quand il y a un accident d'un Boeing à l'étranger, les Américains, le NTSB et Boeing, ils vont s'intéresser à l'accident, évidemment, mais dans l'objectif de savoir ce qui s'est passé et de savoir s'ils ont des mesures à prendre. Et c'est tout. Donc, à partir du moment où ils savent ce qui s'est passé et s'ils considèrent que c'est un problème local quelque part, donc pour faire simple, qu'il n'y a pas de problème avion et que c'est plutôt un problème opérationnel, ils vont se désintéresser de l'enquête et du contenu du rapport. Le BEA, je pense probablement, c'était aussi lié à l'attitude du constructeur Airbus qui, au fil des années, était quand même pendant de nombreuses années en situation de challenger par rapport à Boeing et donc avec toujours un risque de voir sa réputation ternie par un rapport d'accident qui le mettrait en cause à tort. Donc le BEA et ses conseillers techniques constructeurs, eux, se sont toujours attachés à ne pas laisser
l'autorité en charge de l'enquête complètement en roue libre jusqu'au bout, même si ils étaient convaincus que le problème était opérationnel, il y a quand même toujours un effort qui est fait de relire le projet de rapport et de corriger si nécessaire tous les points techniques qui ne seraient pas corrects. Donc avec une tradition d'implication importante. Et c'est ça aussi, je crois, qui a fait que le BEA a été apprécié à l'étranger, parce que quelque part, il ne laissait pas tomber les pays en charge d'une enquête. Il ne laissait pas tomber avec cet intérêt-là de veiller à la fin à ce qu'il n'y ait pas de bêtises qui sortent. Mais c'était apprécié, et ça a conduit du coup à ce que le BEA se trouve également sollicité dans des cas qui ne correspondent pas à ces mécanismes-là. Donc dans des cas où a priori il n'avait rien à faire. Un exemple récent qui a été, je crois, c'est un peu exposé, c'était le deuxième accident du 737 MAX qui s'était produit en Éthiopie. Les Éthiopiens, bon, ça fait partie des pays qui n'ont pas une culture aéronautique extraordinaire, qui ont peu de moyens en matière d'enquête. Par contre, c'était le deuxième accident, donc les Éthiopiens ont tout de suite perçu le très fort enjeu de cette enquête. Et du coup, ils ne se sentaient pas travailler avec les Américains, très clairement. Et donc c'est pour ça qu'ils ont demandé de les aider, d'abord simplement pour le dépouillement des enregistreurs, mais après pour l'interprétation du contenu des enregistreurs et la préparation du projet de rapport. Parce que, en raison de cette bonne réputation du BEA, je me rappelle d'ailleurs que quand la délégation éthiopienne est arrivée au BEA pour la lecture des enregistreurs, c'est la première chose qu'ils m'ont dit, c'est on a fait appel à vous parce qu'il y a 10 ans, vous aviez déjà travaillé avec nous et on se rappelle, on avait apprécié ce que vous avez fait, donc c'est pour ça qu'on vient vous voir. Quand même. Non, c'était c'était encore un 4 un peu tordu aussi parce que c'était déjà un Boeing au large du Liban, pour lesquels là aussi ils avaient peut-être déjà un peu une méfiance vis-à-vis des Américains, je ne sais pas, parce que je n'étais pas là à l'époque, et fait appel au BEA. Voilà. Planche suivante. Alors, comment ça fonctionne le déclenchement d'une enquête concrètement? Alors, le BEA organise un système de permanence H24, c'est-à-dire toutes les semaines, il y a un enquêteur et un cadre de permanence qui est en général un enquêteur senior, qui sont de permanence, c'est-à-dire qu'ils ont leur téléphone portable sur on en permanence dans la poche et qui est avec un renvoi sur le numéro d'appel d'urgence du BEA. Quel est le rôle de cette permanence? Donc, c'est de recevoir toutes les informations de notification d'accidents. Alors, les sources d'informations, alors d'accidents, que ce soit en France ou à l'étranger, susceptibles de concerner le BEA. Alors, ces sources d'informations, ça peut être en France, la GTA, gendarmerie et transport aérien, les opérateurs eux-mêmes, opérateurs au sens large, opérateurs d'aéronefs ou des SNA, DP, etc. Et pour l'étranger, ça va être les autorités étrangères ou aussi une veille médiatique. Voilà. Et donc cet enquêteur de permanence, la première chose à faire sur la base de ces informations, c'est de voir si l'événement en question nécessite une ouverture d'enquête ou pas, en fonction des critères, ou nécessite de désigner un représentant accrédité. Si oui, ouverture d'une enquête ou ouverture d'une enquête à l'étranger et décision de participation du BEA, la décision suivante, c'est est-ce que le BEA souhaite déployer une équipe qui s'appelle dans le jargon GoTeam sur le site de l'accident pour faire l'enquête ou pour participer à l'enquête ou pas. En aviation générale en France, il y a un certain nombre d'enquêtes pour lesquelles le BEA ne se déplace pas, mais va s'appuyer justement sur le réseau des enquêteurs première information de la DGAC pour cela, par exemple. Et sur les enquêtes à l'étranger, c'est en fonction de l'importance et des enjeux perçus de l'événement que le BEA décidera ou pas de se déplacer sur le site en urgence. Alors cette décision d'ouverture d'enquête, de déploiement sur site, en fonction des enjeux de l'événement, elle sera prise à différents niveaux, soit au niveau de l'enquêteur lui-même, soit au niveau de l'enquêteur et du cadre de permanence, l'enquêteur de permanence et du cadre de permanence, soit évidemment pour des cas plus importants,
avec implication dans la décision du chef du département d'investigation et du directeur éventuellement. Après, s'il y a ouverture d'une enquête française ou désignation des représentants accrédités, il faut trouver quel est l'enquêteur qui va être désigné et nommer une équipe d'enquête. Alors là, au BEA, il n'y a pas de système d'enquêteur qui est prédésigné pour être celui qui sera nommé pour la prochaine enquête. Donc c'est la permanence qui va désigner un enquêteur au cas par cas. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a la volonté de mettre en adéquation le niveau de compétence et d'expérience de l'enquêteur et les enjeux de l'événement. Donc c'est pour ça qu'on garde cette flexibilité. Et pareil pour le représentant accrédité. Cependant, évidemment, tout ça fonctionne H24 et en particulier les week-ends. Donc il faut quand même savoir qui est-ce qu'on peut solliciter. Parce que les gens ont quand même encore un peu une vie de famille quand même aussi. Et donc comment ça fonctionne? À la fois au sein du département technique et département d'investigation, il y a des listes d'enquêteurs susceptibles d'être mobilisés qui sont établies chaque semaine pour savoir vers quoi on peut piocher en fonction des besoins, avec des fonctionnements un peu différents, c'est-à-dire que dans certains cas, c'est la liste positive des enquêteurs qui sont susceptibles d'être disponibles ou qui se sont engagés à être disponibles, il peut y avoir des nuances, ou à l'inverse, une liste de gens qui ont déclaré être indisponibles. Là, il y a des modalités un peu différentes suivant les équipes. Et voilà. Et là également, la composition de l'équipe, elle sera décidée à différents niveaux en fonction de l'enjeu de l'enquête. Et en ce qui concerne justement la composition de l'équipe, elle est très variable. Je dirais le minimum pour une enquête d'aviation générale standard en France, c'est un enquêteur du département d'investigation et un enquêteur du département technique, qui sera en général ce qu'on appelle dans le jargon un épaviste, c'est-à-dire de la partie matérielle. Et sur des enquêtes plus complexes, il pourrait y avoir une délégation plus importante. Alors soit parce que pour couvrir plus de disciplines techniques, plus de domaines, notamment dès qu'on va être sur des enquêtes sur des machines plus compliquées, il va y avoir dans l'équipe d'enquête des gens de la partie avionique, enregistreur de vol. Et puis après, ce dimensionnant de l'équipe d'enquête, il peut aussi faire intervenir des considérations qui ne sont pas uniquement liées aux compétences techniques à réunir. Je prends deux exemples. Il y en a un qui est cité dans le livre, l'accident d'American Airlines 587, je crois, c'est celui-là, c'est l'Airbus qui a perdu sa dérive au décollage de New York, et ça se produit un mois après les attentats du 11 septembre, donc, et à New York en plus. Oui. Donc un enjeu très important, le premier accident de cette ampleur d'un Airbus aux États-Unis, dans le contexte post-11 septembre, etc. Le BEA avait déjà eu des expériences un peu difficiles avec le NTSB quelques années auparavant sur un accident d'ATR, et donc là, la décision de mon prédécesseur à l'époque, moi j'y étais pas, d'envoyer une équipe très musclée, bien plus grosse que ce qui serait strictement nécessaire d'un point de vue technique, pour faire poids vis-à-vis des équipes du NTSB qui, elles, traditionnellement, sur le terrain, sur une enquête comme ça, ils mettent beaucoup de monde et ils découpent l'enquête en tranches de saucisson très fins, je dirais, et du coup, il fallait pouvoir mettre quelqu'un dans chaque groupe et chaque sous-groupe pour savoir ce qui se passait. Une autre considération aussi pour les enquêtes à l'étranger qui peut amener à gonfler la taille de l'équipe, c'est quand on se dit que l'enquête va avoir lieu dans plusieurs endroits différents, et que donc il faut être capable d'envoyer des gens à plusieurs endroits à la fois. Parce que par exemple, quand il y a une activité recherche, vous pouvez avoir une partie de l'enquête initiale qui va se dérouler proche du centre opérationnel d'organisation des recherches, une partie qui va être plutôt côté laboratoire, etc. Et ça peut être assez difficile. Je prends l'exemple, par exemple, de la 380 du Groenland. Alors lui, il n'est pas tombé au Groenland, il n'y a que le moteur qui est tombé, ou un bout du moteur. Lui, il s'est posé à Goose Bay, dans le nord du Canada.
Et au début, on a envoyé une enquêtrice auprès du quartier général de nos collègues américains, du TSB, parce qu'ils avaient récupéré les enregistreurs de vol pour aller participer avec eux à la première lecture des enregistreurs, et une autre équipe à Goose Bay pour faire la première inspection de l'avion. Un exemple voilà, de cette complexité géographique à prendre en compte. Et puis, donc, le rôle de cette permanence, dernier point qui est assez important, c'est un rôle, je dirais, un peu agence de voyage, entre guillemets, c'est-à-dire s'il y a une décision de départ GoTeam, et surtout si c'est dans des conditions un peu compliquées à l'étranger, mais ça peut être aussi en France, à l'outre-mer, ou même en France, dans des endroits pas forcément faciles d'accès, c'est organiser les conditions de voyage et d'hébergement de cette GoTeam qui va partir. Et là encore, à toute heure du jour et de la nuit, quoi. Et au tarif de l'administration, c'est un sujet de discussion récurrent, effectivement. Alors, au tarif de l'administration, effectivement, je parlais du budget mission à l'étranger qui peut prendre des dimensions importantes. Quand on veut partir dans un coin perdu qui n'est pas du tout touristique en urgence, on n'a pas forcément beaucoup le choix des liaisons, donc pas tellement le choix des tarifs non plus. On ne va pas attendre qu'il y ait un billet moins cher pour partir. Et en plus, quand même, il y a des discussions là plus sociales, mais qui ont un fondement tout à fait justifié quand même. Quand on envoie une équipe à l'étranger sur un site d'accident, déjà travailler sur un site d'accident, c'est éprouvant. En plus, quand elle va arriver à l'étranger sur un site d'accident, dans un certain nombre de cas, elle sera attendue un peu comme le Messie, bon, toute proportion gardée quand même. Les interlocuteurs locaux s'attendront à ce que cette équipe se mette au boulot immédiatement. Et donc, ça veut dire, si c'est pour avoir travaillé, voyager à l'autre bout du monde dans des conditions standards, et donc du coup, on autorise le surclassement dans ces cas-là. Voilà. Voilà. Donc, suivante. Alors, le processus d'enquête, donc là, une fois que l'équipe d'enquête est désignée, la décision d'enquête officielle, etc., le processus d'enquête, il est schématisé, mais je pense que vous l'imaginez vous-même. On va chercher d'abord des données factuelles de base, après on va réfléchir sur ces données, les analyser, et puis après on va écrire un rapport. Ça paraît aller de soi. Alors, quelques commentaires quand même sur les données de base. Pourquoi il y a cette excitation et cette précipitation dans les premiers jours de l'enquête? C'est quand même parce qu'il y a quand même un certain nombre d'informations qui sont par nature assez volatiles. L'examen de l'épave et du site, il y a des choses qui disparaissent naturellement assez vite. En fonction de où a eu lieu l'accident, il peut y avoir une volonté d'évacuer l'épave très rapidement, et auquel cas on va forcément modifier, donc on perdra des possibilités d'information. Alors c'est le cas d'un accident d'un gros avion qui va se vautrer sur une piste, sur un gros terrain, et pour lequel il faut faire redémarrer le trafic commercial, donc il faut évacuer l'épave rapidement. Il y a aussi d'autres cas en aviation générale, par exemple, qui se produisent. Un accident d'un avion qui a eu la mauvaise idée de se poser sur une autoroute ou une chose comme ça, là aussi, il y a quand même d'autres autorités qui disent vous êtes bien gentil, mais là, on aimerait bien pouvoir déblayer cette épave. Voilà. Alors, il y a aussi des documents qui se perdent assez vite quand même. Des enregistrements digitaux aussi qui ne sont pas forcément conservés éternellement, qu'il faut recueillir rapidement. Et puis, il y a tout le volet témoignage. Alors, le volet témoignage, il est très important pour le BEA de recueillir des témoignages autant que se peut à chaud, parce que l'expérience montre que quand on va recueillir des témoignages, quitte à aller revoir les témoins ultérieurement pour leur reposer des questions après, parce que si on attend trop pour poser des questions à un témoin, le témoin, en général inconsciemment, va altérer son propre témoignage avec d'autres informations dont il a eu connaissance entre-temps. Et du coup, il va reconstruire des choses, mais c'est un processus psychologique inconscient. Ça. Il va reconstruire des choses à partir de ce qu'il a vu, mais aussi à partir d'informations qu'il a pu avoir postérieurement à ce qu'il a vu.
ce qu'il a vécu. Et c'est d'autant plus vrai quand le témoin est quelqu'un qui a vu et vécu un événement violent et donc psychologiquement plus ou moins traumatisant. Bon, après, examen et recherche, bon, de toutes sortes, hein, mais évidemment, travail sur les enregistreurs, c'est tous les examens techniques dont j'ai parlé. Et ça, alors là, c'est important aussi quand même de souligner qu'il peut y avoir un travail en boucle. Et c'est aussi ça qui explique l'importance d'aller vite au début, pour la partie examen site épave, et d'aller vite aussi sur la première lecture des enregistreurs, parce que quand il y a des enregistreurs de bord ou d'autres données digitales, ces éléments-là pourront conduire, notamment sur une épave d'un aéronef de grande dimension, à aller vouloir prélever des pièces supplémentaires qu'on n'aurait peut-être pas prélevées initialement, parce qu'on dit, bah, tiens, il y a un doute là sur tel équipement, telle chose. Bon, après, rédaction du rapport, éléments factuels, analyse et conclusions. Là, si vous lisez tous les manuels d'enquête, on vous dit bah, il ne faut surtout pas commencer à rédiger le rapport au début de l'enquête, pour des raisons qui se comprennent très bien, c'est-à-dire d'éviter les biais de partir bille en tête sur une hypothèse, sur un scénario qui ferait que du coup on oublierait d'aller récolter et d'analyser des informations qui ne colleraient pas avec ça. Ça reste très vrai. Bon, cependant, là aussi, il y a quand même des itérations entre le recueil des faits et l'analyse des faits. Et puis après, quand on a commencé l'analyse, quand on commence à rédiger, on se dit, ah bah tiens, là, dans mon raisonnement, il y a un trou, là, j'ai besoin d'avoir des analyses ou des faits complémentaires pour pouvoir combler ce trou. Voilà, je pense que je peux passer cette planche. Alors, les bases légales de l'exercice de l'activité d'enquête. Donc, l'annexe 13 de l'OACI qui est dédiée à cette activité, il définit les principes généraux. Bon, comme vous le savez probablement, les annexes de l'OACI, on est censé les appliquer, mais elles n'ont pas directement force de loi opposable au tiers. Donc aujourd'hui, ce qui a force de loi opposable au tiers et qui reprend quasiment tous les éléments de l'annexe 13, c'est un règlement européen 996-2010, donc du 10 octobre 2010. Et alors, comme c'est un règlement européen, il ne peut pas tout décliner, et notamment, ce n'est pas lui qui dit quel est le statut du BEA, à quel endroit il est dans le système administratif français, etc. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions qui sont reprises dans le Code des transports, donc certaines qui sont en fait des duplications de choses qu'il y a déjà dans le règlement européen, et certaines qui sont plutôt des déclinaisons administratives propres à la France. Voilà, ça c'est l'architecture générale. Planche suivante. Et alors, sur le règlement européen, ce règlement, il a quand même marqué une évolution importante dans le cadre réglementaire des enquêtes en Europe et notamment en France. Alors déjà, il faut bien voir, ça vous le verrez en lisant le livre, que pendant très longtemps, cette activité d'enquête de sécurité en France, elle s'est faite en l'absence de tout support juridique adéquat en France. Et ça n'est que en 99 qu'il y a eu enfin une loi qui a régi le cadre technique des enquêtes en France. Et c'est quand même assez étonnant parce que quand on y réfléchit, quand même, pour faire une enquête, il y a besoin d'aller prendre possession d'objets qui ne vous appartiennent pas. C'est-à-dire vous allez examiner une épave d'aéronef qui ne vous appartient pas. Il y a besoin d'aller accéder à des données médicales confidentielles. C'est aussi des choses qui normalement sont cadrées par la loi. Tout ça, ça ne peut pas se faire de façon totalement improvisée. Et curieusement, jusqu'en 1999, les pouvoirs du BEA par rapport à tout ça n'étaient pas cadrés juridiquement. En 1999, il y a eu une première étape qui a cadré ça juridiquement en leur donnant des pouvoirs d'enquête, des pouvoirs d'accès à l'épave, aux enregistreurs, etc. Ceci dit, il y avait quand même un gros fil à la patte qui est lié, alors au sujet que j'aborderai ensuite, de la cohabitation avec l'enquête judiciaire, c'est-à-dire que en gros, ces textes-là disaient le BEA a accès à l'épave, aux témoignages, aux enregistreurs de vol, etc. Mais dans beaucoup de cas, c'était complété par avec l'accord de l'autorité judiciaire ou sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, etc. etc. Donc oui, le droit du BEA à accéder à ces informations était reconnu,
Mais le cadre législatif français le reconnaissait sous réserve que l'enquête judiciaire, qui quelque part avait du coup de fait une prééminence, le veuille bien quand même. Telle que c'était rédigé, elle était censée le faire. Mais il n'empêche qu'il n'y avait pas de mécanisme de résolution de conflit, et si elle ne voulait pas le faire, ça ne le faisait pas. Et pour l'anecdote, ce régime juridique, c'est encore celui sous lequel vivent les collègues du BEA transport terrestre et du BEA maritime. Et ils ont encore aujourd'hui des difficultés, parfois un peu kafkaïennes, de se retrouver avec une épave de bateau qui a été envoyée à la ferraille par un juge d'instruction, sans prendre la peine de demander au BAMR s'il voulait aller voir cette épave, quoi. Des choses comme ça, quoi. Bon, alors le règlement européen, lui, en 2010, alors lui, du coup, il introduit un peu une révolution qui pour le coup, difficile à avaler par la justice française, c'est qu'il donne un droit d'accès inconditionnel au site, à toute information utile à l'enquête, un droit de saisie des pièces, un droit de réaliser des examens, y compris d'examens destructifs, comme bon lui semble. Alors cependant, bon, ce règlement européen, il a fait l'objet, comme tous les règlements de concertation, etc. Et le réglementateur européen n'a pas ignoré que dans un certain nombre de pays, comme dans la France, comme en France, il y avait aussi en général une enquête judiciaire et qu'il fallait gérer ça. Mais il a un peu botté en touche en disant juste, ben, il faudra que l'organisme d'enquête de chaque État membre de l'Union européenne passe un accord avec les autorités judiciaires, notamment, pour définir comment ils vont travailler ensemble. Mais avec le principe posé que du coup, c'est la logique inverse de la logique précédente, c'est le BEA qui a un droit d'accès inconditionnel et qui doit se mettre d'accord avec la justice sur comment la justice pourra aussi y avoir accès, parce qu'elle n'imagine pas ne pas pouvoir y avoir accès. Ce règlement, il introduit aussi un pouvoir de communication, et là aussi, dans la culture française, c'est des choses qui ont pu choquer aussi un peu, et j'y reviendrai. Cependant, ce pouvoir de communication, il l'encadre quand même, d'une part parce qu'il y a l'aspect confidentialité de l'enquête. Donc, le règlement ne pousse pas à communiquer tous azimuts n'importe comment. Et d'autre part, il introduit aussi une restriction qui était nouvelle à l'époque, qui était de dire, avant de rendre une communication publique, il faudra informer les familles de victimes, qu'elles aient la primeur de l'information, ce qui pose parfois des problèmes très, très concrets, très pratiques, quand il y a besoin de communiquer à chaud après un accident, surtout un accident majeur qui a fait plusieurs dizaines de victimes. Ben, vous n'avez pas, tout simplement, vous n'avez pas les contacts des familles de victimes pour leur accorder la primeur de l'information. Alors, du coup, les relations avec l'enquête judiciaire, comment ça marche? Donc, le premier bullet, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, il instaure d'une certaine manière une prééminence de l'enquête de sécurité sur l'enquête judiciaire. C'est quelque chose que l'autorité judiciaire française a eu évidemment du mal à appliquer. Alors, le règlement, donc, je le disais, demande à ce qu'il y ait un accord. Donc, cet accord, il a été mis en place. Alors, cet accord, qu'est-ce qu'il prévoit il entérine le fait que le BEA ne va pas s'opposer et va permettre et faciliter l'accès aux informations par l'enquête judiciaire. Et en pratique, comment ça marche? Alors sur le terrain, pour la plupart des enquêtes, c'est transparent, ça se passe très bien. C'est-à-dire, concrètement, sur la plupart des enquêtes en France, comment ça se passe? Vous avez 2 enquêteurs du BEA, 3 ou 4 gendarmes qui travaillent ensemble sur le site et qui disent bah, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, qui se partagent. Alors ça, va aller lui-même interviewer les témoins comme il l'entend. Ce qui va un peu plus loin et qui peut-être, en tout cas moi je l'ai utilisé pour expliquer à la justice, arrêtez de dire qu'on vous met des bâtons dans les roues, c'est-à-dire que dans bien des cas la justice n'a pas les capacités, soit financières, soit de compétences techniques, soit organisationnelles, pour organiser ou faire réaliser les examens qui seraient nécessaires. Et donc dans la plupart des cas, c'est le BEA qui les fait ou qui les fait faire. Et ce qui est convenu, c'est que tous les résultats d'examen qui sont techniques, le BEA communique
le compte-rendu de ces examens techniques à l'autorité judiciaire et le fait gratuitement. C'est un argument qui aide parfois à faciliter les relations. Et dans l'autre sens, ce qui facilite aussi les relations, c'est que pour les besoins de l'enquête judiciaire, il est admis et il est recommandé que les pièces d'intérêt des deux parties soient mises sous scellé judiciaire. Par contre, les habitudes qui ont été prises, c'est une très bonne chose, c'est que les gendarmes de la gendarmerie et transport aérien donc, mettent des scellés judiciaires sur toutes les pièces qui sont prélevées et dès la fin de la facite, laissent le BEA partir avec les pièces en question, avec une réquisition quand même, parce que c'est le seul formalisme qu'ils connaissent, même si, de mon point de vue, ce n'est pas le formalisme idéal pour ce cas de figure, mais enfin, on a réussi à le faire marcher, avec une réquisition qui demande au BEA de fournir les résultats des examens techniques, mais cette réquisition, elle est aussi assortie d'une autorisation de bris de scellés et d'une autorisation d'altération des scellés si c'est nécessaire pour les besoins techniques. Donc avec ça, on a les moyens de fonctionner. Et ça marche, je dirais. Sur l'aspect technique, ça marche. Après, les cas qui peuvent... dans quel cas est-ce que ça peut être compliqué? Alors, ça pourrait être compliqué dans des cas où il y a des examens potentiellement destructifs sur des éléments à fort enjeu et sur lesquels il y a une enquête judiciaire qui met les moyens avec des experts judiciaires, etc., et qui est un désaccord technique entre le BEA et les experts judiciaires sur quel type d'examen il faut faire et quel risque d'altérer un scellé, etc. Ça, moi, je ne l'ai pas connu, mais on pourrait imaginer que ça se produise et que ça puisse conduire à des relations tendues. Ceci dit, sur ce point-là, à la fois le règlement européen et l'accord BEA Justice sont clairs. S'il y a un désaccord, c'est le BEA qui a le dernier mot. Maintenant, en pratique, si vraiment il y avait un désaccord, je pense que ça pourrait être compliqué. Les autres cas qui peuvent conduire à des situations compliquées, c'est quand il y a un aspect médiatisation, communication. Où là, il peut y avoir des dérapages de différentes natures, soit un dérapage de nature course à l'échalote, je veux être le premier à communiquer et ça me chatouille que l'autre communique avant moi, ou c'est un peu lié à un dérapage. Il y en a un qui a communiqué et sans le savoir, ça a gêné le travail que l'autre était en train de faire. Et là, ça reste un sujet sensible dès que c'est des enquêtes d'une certaine importance avec un petit peu d'enjeu. Et même si l'accord BEA Justice pose le principe que le magistrat instructeur, donc en général dans les premiers jours, le procureur et le BEA sont encouragés à se parler sur leur stratégie de communication. Moi, j'ai jamais vu de cas où spontanément un magistrat prenne l'initiative de contacter le BEA pour parler de communication. À l'inverse, on a eu des cas où la justice m'a dit qu'elle n'était pas contente de la manière dont le BEA communiquait. Donc voilà, ça c'est un sujet compliqué. Un cas qui peut être compliqué aussi, c'est un peu ce qu'on a vu sur le Germanwings. C'est les textes, que ce soit l'annexe 13 ou le règlement européen, disent acte illicite, prévenir les autorités compétentes. Avec après, derrière, un grand flou sur un, qu'est-ce qui est illicite, deux, qui est l'autorité compétente. Moi, si j'étais strictement aviation civile, je dirais l'autorité compétente, c'est la direction de les personnes en charge de la sûreté de l'aviation civile. Bon, la justice, elle ne l'entend pas comme ça, elle entend l'autorité compétente, c'est moi. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est une fois qu'on a déterminé que ça rentrait dans la catégorie acte illicite, quelle est la place qui reste pour l'enquête du BEA? C'est des points qui peuvent être un peu délicats. Voilà. Alors, communication. On a commencé un peu à en parler. Ça, c'est un petit. C'est les deux planches là qui viennent, c'est deux planches que j'avais préparées pour pouvoir échanger avec les directeurs de cabinet successifs du ministre chargé des Transports pour échanger là-dessus. Donc, qui communique sur quoi? La vision BEA, c'est les différents types de communication. L'aspect communication pour les familles, compassion pour les familles, c'est le rôle naturel du politique, je dirais, de s'exprimer sur ce registre-là. C'est aussi le rôle de l'exploitant, l'exploitant transporteur aérien, je veux dire,
Sur la mise en œuvre de moyens de secours et d'assistance, c'est les services de l'État, typiquement le préfet. Sur l'enquête de sécurité, le BEA considère que c'est le BEA, mais là, dans un certain nombre de cas, le politique considère que c'est lui. Donc là, parfois un peu compliqué. Enquête judiciaire, c'est en théorie le procureur de la République, mais le procureur de la République, parfois, il peut avoir lui aussi le même problème que le BEA, que c'est le politique qui a envie de communiquer aussi sur ce sujet-là. Et puis derrière, il y a tout un tas de gens qui communiquent ou qui ont envie de communiquer ou qui, au contraire, ont envie de ne pas être vus, etc., mais qui peuvent interagir avec toute cette salade de communication qui sont les constructeurs, les associations professionnelles de pilotes, de contrôleurs, de tout ce que vous voulez, les associations de famille, les victimes, etc. Voilà. Je passe, comme l'heure tourne, je crois, je passe à la planche suivante. Du coup, le schéma que moi j'ai essayé de proposer au cabinet ministériel, c'est le suivant, c'est de dire, bien entendu, le politique, il peut vouloir communiquer et également communiquer sur des éléments relatifs à l'événement. Il y a tellement, sur un événement majeur, il y a tellement d'attentes sur qu'est-ce qui s'est passé que ça peut être logique que le politique communique aussi là-dessus. Mais moi, j'essaie de faire comprendre que, attention, si le politique va trop loin et communique sur des éléments qui ne sont pas solides, ça va lui retomber dessus quelque part. Et d'un côté, et d'autre part, ça va décrédibiliser l'enquête du BEA, parce que si le BEA, quelques jours ou quelques semaines plus tard, se met à dire le contraire de ce qu'avait dit le politique, les deux en pâtissent quelque part, parce qu'on va dire, mais qu'est-ce que vous dites, le ministre a dit autre chose, donc c'est pas vrai, vous inventez quelque chose, qu'est-ce qui se passe, ou inversement. Et du coup, par contre, je affichais que, par contre, il n'est pas interdit à ce que le BEA puisse informer de façon privilégiée, en dehors de toute communication publique, son ministère de tutelle sur qu'est-ce qui se passe dans l'enquête, qu'est-ce qu'il sait, pour que le ministère de tutelle ait des éléments de contexte. Ça, par contre, ce qui était délicat, c'est à partir du moment où le BEA fait remonter des informations qui ne sont pas destinées à être rendues publiques, si le ministre a envie de les rendre publiques, bien entendu, le BEA ne peut pas l'empêcher. Donc il y a un équilibre, et c'est là que les bonnes relations avec le cabinet peuvent aider à faire le bon tri, à trouver le bon niveau. Mais là, on rentre après dans des cas particuliers, et chaque cas particulier est différent. Une autre difficulté que j'ai pu voir au cours de mon passage au BEA, c'est que ce schéma d'interaction il est assez facile à expliquer et à faire comprendre au directeur de cabinet du ministre chargé des Transports, qui lui-même va, je pense, informer le ministre chargé des Transports, qui n'aura en général pas de problème avec ce schéma-là. Mais dans un certain nombre de cas d'enquête pré-médiatisée, tous ces enjeux de communication, le ministre chargé des Transports lui-même, il va être complètement hors du dispositif de communication, et la communication va remonter très vite au ministre de l'écologie, qui est en général le ministre de tutelle du ministre de l'Éducation, voire au président de la République. Et là, malheureusement, l'action du BEA d'informer en amont de ce que c'est que le BEA, ce que c'est que l'annexe 13, les relations avec la justice, etc., ça marche très bien pour informer le ministre des Transports, mais le BEA ne peut pas, a priori, en absence de tout accident, aller informer le président de la République de tout ce contexte-là. Et quand il y a une affaire qui s'emballe médiatiquement et que le président de la République s'en mêle, eh ben, il n'a pas connaissance de ces éléments-là. Et là, ça introduit des éléments d'incertitude et de quiproquo. Voilà. Je crois que j'ai à peu près terminé. Voilà.